bonsoir à tous. Le Monde aujourd'hui, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal. On commence tout de suite par les titres. I, William Samoei Ruto. Moi, William Ruto, jure de préserver, de protéger et défendre la Constitution du Kenya en tant que président. La phrase rituelle a été prononcée ce mardi par le nouveau président qui a prêté serment à Nairobi 5 semaines après sa victoire à la présidentielle du 9 août dernier. In the office of president. That's why today I signed an executive order that Réduire de moitié le taux de mortalité dû au cancer au cours des 25 prochaines années, Joe Biden y croit fermement. Le président américain a de ce fait signé un certain nombre de décrets visant tout d'abord à fournir plus de fonds publics à l'industrie biotechnologique américaine. Clap de fin pour Jean-Luc Godard, le monde du cinéma est en deuil. Le réalisateur franco-suisse a tiré sa révérence ce mardi. De nombreux hommages lui sont rendus à travers le monde. Évocation dans ce journal. Voilà, il est officiellement président. William Ruto a prêté serment ce mardi au stade Kasarani de Nairobi au Kenya devant des milliers de supporters et des délégations étrangères 5 semaines seulement après sa victoire au scrutin du 9 août face à l'opposant historique Raila Odinga. L'ancien vice-président est devenu le 5e chef d'État du pays. C'est un récit de Nani Talani. I, William Samoei Ruto. Une main posée sur la Constitution, l'autre tenant une Bible, le nouveau chef de l'État, âgé de 55 ans, a prêté serment à 12h45 local dans le plus grand stade de la capitale kenyane. Moi, William Samoei Ruto, jure de préserver, de protéger et défendre la Constitution du Kenya en tant que président, a-t-il déclaré dans un vacarme assourdissant de cris de joie et de vuvuzela. Puis il a ajouté « Et aujourd'hui, je veux remercier Dieu parce que un garçon du village est devenu président du Kenya. » Issu d'une famille très modeste, William Ruto aime d'ailleurs rappeler qu'il n'a eu ses premières chaussures qu'à 15 ans et qu'il vendait des poulets en bord de route avant d'être à la tête d'une grande entreprise de volailles, des hôtels, de milliers d'hectares de terre. On comptait une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement parmi les 60 000 spectateurs présents à l'investiture. Quelques personnes ont été blessées après qu'une foule a essayé de forcer l'entrée. J'ai traversé de nombreuses situations difficiles, mais grâce à Dieu, nous sommes ici aujourd'hui pour célébrer le fait qu'aujourd'hui, le peuple du Kenya a fait un choix et que ce choix a été confirmé par notre système judiciaire. L'opposant Raila Odinga, qui a dit respecter la décision de la Cour suprême, même s'il la désapprouve, n'a pas assisté à la cérémonie malgré l'appel à l'unité lancé par son rival. Bien avant son investiture, William Ruto, qui a promis de travailler avec tous les Kenyans, avait aussi tendu une main fraternelle à ses opposants. Nous sommes seulement des concurrents, pas des ennemis. Nous avons rivalisé pour unir et renforcer le Kenya, pas pour le diviser et l'affaiblir. Je considère donc tous mes concurrents comme des dignes compatriotes. Les Kenyans sont unis en quête d'une société meilleure. Les journaux kenyans parlent de l'aube de l'ère Ruto et l'heure de Ruto. Mais selon les analystes, M. Ruto doit répondre à d'énormes attentes car il hérite d'un pays profondément divisé au terme d'une campagne tendue et qui a une économie en mauvaise posture. Le plus dur commence donc pour le nouveau président.
Nouveau président également, mais cette fois à l'Assemblée nationale du Sénégal, où Macky Sall a finalement réussi à faire élire son candidat lundi soir lors d'une séance chaotique achevée sous la garde des gendarmes. L'installation du nouveau Parlement issu des législatives de juillet a donné lieu à une série d'incidents. Un député a ainsi arraché le micro à un autre et certains en sont venus aux mains pendant que les invectives fusaient. Les gendarmes sont intervenus et ont formé un cercle autour de l'urne pour permettre aux députés de la mouvance présidentielle de voter afin d'élire le président de l'Assemblée. À l'issue de cette rentrée parlementaire, le candidat choisi par le président Macky Sall, le docteur Amadou Mamé Diop, 57 ans, a ainsi été élu à la tête de l'Assemblée nationale au cours d'un vote boycotté par l'opposition. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba assurera désormais lui-même les fonctions de ministre de la Défense, cumulativement avec celle de président de la transition au Burkina Faso. L'homme fort de Ouagadougou a limogé lundi son ministre de la Défense, un mini-remaniement qui intervient après une série d'attaques djihadistes meurtrières dans le pays. Un premier décret, lu à la télévision nationale, fait état du remplacement du général Barthélemy Simporé, titulaire du poste depuis juin 2021. Le second indiquait évidemment que Damiba, arrivé au pouvoir par un coup d'État le 24 janvier 2022, assumera les fonctions de ministre de la Défense nationale et des anciens combattants. À ses côtés, le colonel-major Silas Keïta a été nommé ministre délégué chargé de la Défense nationale et promu général de brigade. Les autorités guinéennes ont grand espoir que le procès du massacre survenu au stade de Conakry en 2009 et qui est réclamé depuis longtemps s'ouvrira avant fin septembre. C'est le ministre de la Justice, Alphonse Charles Wright, qui l'a annoncé en personne. Il s'exprimait à Genève devant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Il a détaillé les actions entreprises par ses services pour la tenue de ce procès, de la rédaction des textes pour la protection des victimes et des témoins à la formation des magistrats, sans oublier la construction du tribunal qui est réalisée à hauteur de 95%. Notons que l'instruction judiciaire s'est achevée en décembre 2017 avec le renvoi d'une dizaine de prévenus devant un tribunal, dont Moussa Dadi Camara, suivant le ministre guinéen de la Justice. Il faudrait que les acteurs et leurs complices présumés, d'où qu'ils viennent et qui qu'ils soient, répondent de leurs actes devant la justice. C'est conscient de cette douleur silencieuse des nombreuses victimes de ces atrocités que M. le Président de la transition, chef de l'État, a affirmé clairement sa volonté de voir enfin ce procès se tenir. C'est dans ce cadre qu'il a donné des instructions fermes à mon département pour que ce procès se tienne dans les meilleurs délais afin de mettre fin à l'impunité, de permettre aux familles de victimes de pouvoir finalement faire leur deuil. Le cercueil de la reine Elisabeth II est arrivé ce mardi à Londres et sera exposé à partir de demain mercredi pour un dernier hommage public. Un hommage qui va se dérouler jusqu'aux funérailles le 19 septembre. Hier, le nouveau roi Charles III a conduit le cercueil de sa mère, la reine Elisabeth II, dans les rues de la capitale écossaise Édimbourg. Suivons ce reportage de Henry Richwell avec le récit d'Abdourahmane Dia. Des dizaines de milliers de personnes s'entassent le long de la Royal Mile d'Édimbourg, flanqués de soldats du régiment royal écossais et de la compagnie royale des archers. Le cercueil de la reine Elisabeth II a été transporté au cœur de la partie historique de la ville. Derrière, les 4 enfants d'Elisabeth II. Le premier, le roi Charles III en uniforme militaire, la princesse Anne, le prince Andrew et le prince Edward. La douleur d'une famille enveloppée dans une tradition séculaire, vécue et partagée par le peuple. C'était très émouvant, c'était très calme. Je me sentais vraiment triste que la famille elle-même soit exposée. Ils sont très courageux de le faire. Et j'espère vraiment et je prie pour que cela les soulage et qu'ils puissent faire leur deuil.
Ils ont été très gentils de nous permettre de partager leur tristesse. Le cercueil a ensuite été amené à la cathédrale Saint-Gilles pour un service d'action de grâce pour la vie de la reine, en présence de la famille royale et de hauts responsables politiques. Nous prions pour tous dans notre nation, afin que nous puissions vivre en nous inspirant de la longue vie, l'exemple brillant, l'engagement indéfectible envers le devoir, la foi forte et la bonne humeur de notre sage et grande reine. Nous vous remercions pour l'amour profond qu'elle a inspiré à tous ces sujets. Dans un moment poignant, les 4 enfants de la reine se sont brièvement recueillis près du cercueil. La famille royale est habituée à partager son deuil avec le public. La mort de la reine Elisabeth a déclenché une extraordinaire vague de sympathie et d'émotion du public. Des centaines de milliers de personnes devraient essayer de voir le cercueil de la reine à Westminster Hall qui sera ouvert au public jusqu'au matin du 19 septembre. Les autorités préviennent les visiteurs qu'ils devraient être patients et que l'attente pourrait même durer 11 heures. De graves perturbations sont également attendues dans les transports. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a estimé lundi qu'il était trop tôt pour participer ou plutôt anticiper le résultat de la contre-offensive de l'armée ukrainienne dans le nord-est du pays face aux forces russes. Il est trop tôt pour dire exactement où tout cela va nous mener, a déclaré Blinken lors d'une conférence de presse à Mexico où il prend part à un dialogue économique américano-mexicain de haut niveau. Les Russes maintiennent des forces très significatives en Ukraine, ainsi que des équipements et des munitions, a observé le secrétaire d'État. L'Ukraine a annoncé lundi de nouveaux succès militaires, disant avoir atteint la frontière russe et repris l'équivalent de 7 fois la superficie de Kiev en un mois à l'armée russe qui a répliqué en bombardant certaines zones reconquises. Ici aux États-Unis, le président Joe Biden a signé plusieurs décrets lundi pour canaliser plus de fonds publics vers l'industrie biotechnologique américaine alors qu'il faisait la promotion de son initiative visant à trouver de nouveaux traitements et à réduire le taux de mortalité dû au cancer. L'événement avait pour cadre la bibliothèque John F. Kennedy de Boston, à l'occasion du 60e anniversaire du discours Moonshot de JFK qui exhortait les Américains à prendre la tête de l'exploration de l'espace. Biden a établi un parallèle entre l'objectif de l'ancien président d'atteindre la Lune et son propre objectif de réduire de moitié le taux de mortalité par cancer au cours des 25 prochaines années. La Maison-Blanche n'a fourni aucune précision sur le montant des fonds disponibles, leur provenance ou leur affectation. De plus amples détails sont attendus lors d'un sommet de Biden sur le sujet. Ce sera mercredi. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington DC sur VOA Afrique. N'allez nulle part ailleurs. L'information vous revient dans un instant. World leaders gather in New York for the annual United Nations General Assembly. Count on VOA to be there, delivering news you can trust on radio, TV and the web. Des discours présidentiels aux entretiens en tête-à-tête avec des responsables gouvernementaux de haut niveau, nous vous tiendrons informés des développements importants touchant le continent. Líderes africanos vão abordar tópicos como alterações climáticas, o estado da economia, saúde, iniciativas juvenis e muito mais. Usikose kufuatilia habari na vipindi maalum katika lugha 16 tofauti kuhusu kongamano la viongozi moja kwa moja kutoka makao makuu ya Umoja wa Mataifa mjini New York na Washington DC. Tutakuarifu kila tukio. A free press is essential. VOA Africa.
Un rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte. Vous suivez Le Monde aujourd'hui, un programme de VO Afrique. Merci de nous rejoindre pour cette seconde partie. Nous émettons en direct de Washington, D.C. Alors que la guerre en Ukraine continue d'augmenter les prix de l'engrais dans le monde entier, les larves de la mouche soldat noir aident les petits explorants, les petits exploitants autant pour moi agricoles ougandais à transformer les déchets domestiques en une alternative écologique. Les détails avec Dili Diko. Attention, certaines images de ce reportage peuvent choquer. La vue de ces larves n'est peut-être pas pour tout le monde, mais Scovia namataka ne craint pas les asticots qui se tortillent. Elle les nourrit avec des déchets naturels comme des restes de mangue et de jacquier. En retour, il l'aide à jardiner et à gagner son pain. I get the 5 days larvae. I put them in my drums. Je récupère les larves qui ont 5 jours. Je les mets dans mes fûts. Elles n'y passent que 2 semaines, puis ils viennent prendre les larves matures et ils me donnent un peu d'argent en échange. Après, il me reste du fumier naturel. From it, I remain with my natural manure. Ces asticots lucratifs viennent du Marula Protinob, à environ 70 km de Kampala, où des équipes élèvent la Black Soldier Fly, la mouche soldat noire, et distribuent les larves aux agriculteurs. Propres, écologiques et faciles à entretenir, tout ce dont elles ont besoin, c'est d'un environnement chaud, de l'eau et un endroit pour pondre leurs œufs. Une fois les larves âgées de 5 jours, elles sont vendues à des agriculteurs qui les gardent pendant 15 jours et obtiennent de l'engrais à partir des excréments. Le prix des engrais ayant plus que doublé dans la région au cours de la dernière année, il s'agit d'une alternative plus verte et moins chère pour les agriculteurs locaux. La guerre entre la Russie et en Ukraine a rendu si chers les autres engrais chimiques qui étaient importés, les prix ont augmenté. Nous n'arrivions pas à acheter ces engrais chimiques. Et aussi, ces engrais sont nocifs pour les sols. Peter Wakisi est un petit agriculteur. Il est passé aux engrais naturels il y a 5 mois. Aujourd'hui, il utilise l'argent qu'il a économisé pour son projet de porcherie. Quant aux larves, le hub rachète les asticots matures à des agriculteurs comme Peter pour le double du prix de vente. Nous ramenons les jeunes larves au centre de production et pendant qu'elles sont ici, nous recevons beaucoup de demandes de la part des clients. Cela s'explique par le fait que c'est une source de protéines pour l'alimentation animale. Vous trouverez donc des personnes qui font de l'élevage porcin, qui sont dans le secteur de la volaille ou de la pisciculture, qui utilisent ces larves matures pour augmenter les niveaux de protéines de leurs aliments. Le Marula Protinob a lancé son programme il y a 18 mois. Aujourd'hui, il emploie plus de 100 personnes et aide plus de 1200 agriculteurs. Le projet espère aider à lutter à long terme contre le chômage élevé des jeunes ougandais et augmenter la production alimentaire dans ce pays où plus de 70% de la population travaille encore dans l'agriculture. On reste dans le même registre. Les agriculteurs marocains adoptent de plus en plus des méthodes naturelles d'agriculture. Une grande partie des produits issus des fermes organiques est destinée au marché étranger, mais la demande est croissante dans le pays. Nathalie Barge. Du maïs aux bananes, tous les produits de la ferme Jnan Lagbir de Fatouma Djerari d'Arbouaza sont organiques. Cette ancienne sociologue, passée à l'agriculture biologique en 2003, utilise du compost de foin et de bouse de vache et replante les graines de ses fruits et légumes. 70% de l'agriculture, c'est les petits paysans qui ont moins de 5 hectares. Donc ça veut dire qu'en fait, on peut beaucoup les accompagner pour aller développer cette agriculture. Il y a du monde pour le faire. Il y a déjà des savoir-faire sur place qu'il faut simplement réajuster, remettre à jour et corriger s'il le faut pour faire de l'agriculture durable. Je pense qu'on a, en tous les cas en Afrique, toute l'Afrique doit aller vers l'agriculture durable, biologique. L'agriculture biologique a en effet le vent en poupe au Maroc, selon Chiban Halal, expert indépendant à Rabat. L'agriculture organique s'est développée au Maroc de 4 000 hectares en 2010 à 12 000 hectares aujourd'hui. Et en termes de production, nous avons atteint 120 000 tonnes.
21 000 tonnes sont destinées à l'exportation et le reste est commercialisé sur le marché local. Il faut aussi noter qu'il y a une volonté politique importante dans ce sens et en ce qui concerne le développement de la production biologique. Les fruits et légumes peuvent être qualifiés de bio après 3 ou 4 ans de transition. Leur valeur marchande est supérieure aux produits issus de l'agriculture conventionnelle. Madame Djerari aide les agriculteurs à faire cette transition, comme Abdellah Lali qui cultive des aubergines à Darboisa. J'ai choisi l'agriculture biologique pour plusieurs raisons, dont celle d'offrir aux consommateurs un produit sain. Je n'utilise plus de produits chimiques et d'engrais. C'est pourquoi je préfère l'agriculture bio. Selon le ministère marocain de l'Agriculture, les méthodes agricoles bio ont débuté vers les années 90 et se sont développées dans le cadre du plan Maroc vert. Ce mode de production interdit l'usage des intrants et produits chimiques de synthèse à toutes les étapes, depuis la production jusqu'à la commercialisation. Prenons à présent la direction du Connecticut dans le sud des États-Unis. Là-bas, la lutte contre la dépendance aux opiacés se fait de plus en plus sans médicaments. Les nouvelles techniques impliquent des jeux qui permettent aux personnes intoxiquées de gagner de l'argent et des cartes de cadeaux. Ce système marche mieux que les pilules, nous disent les spécialistes qui fondent beaucoup d'espoir. Yacouba Ouedraogo. After I won like $80. Après avoir gagné environ $80 en carte de cadeau chez Walmart, Stop and Shop et différentes choses, Amazon, c'est devenu un peu plus intéressant. It became a little sweeter. Harold Lewis est un ancien cuisinier de 59 ans. Dans ce jeu, il gagne de petits prix comme des bonbons, des cartes de cadeaux pour avoir participé à des réunions et suivi un traitement pour sa dépendance aux opiacés. Cela rend la récupération amusante parce que la récupération devrait être amusante parce que vous récupérez votre vie. Harold Lewis participe à ce programme de 12 semaines basé à Bridgeport, dans le Connecticut. Il commence à voir le bout du tunnel après des décennies d'addiction à la drogue et à l'alcool. Je suis revenu de Waterbury et je me suis battu. Je me suis battu contre la toxicomanie, l'alcool et la drogue pendant 4 décennies. Faites le calcul. Cela fait 40 ans. Pour un nombre croissant d'Américains, le traitement contre la toxicomanie implique aussi des récompenses. Ils gagnent parfois jusqu'à $500 pour des tests de dépistage de drogue négatifs ou pour s'être présentés à des conseils. Plus de 150 études sur 30 ans ont montré que pour les personnes dépendantes, les récompenses fonctionnent mieux que les conseils seuls ou les médicaments. Les programmes d'incitation à la motivation sont l'un des traitements les plus efficaces dont nous disposons pour les personnes souffrant de troubles liés à la toxicomanie. Pourtant, ils sont l'un des moins disponibles sur le terrain et ils sont rarement proposés par les conseillers et les prestataires de première ligne. Les décès par surdose aux États-Unis ont atteint un niveau record pendant la pandémie de Covid-19. Si les opiacés sont principalement à blâmer, les décès impliquant des stimulants augmentent aussi. Souvent, les gens meurent avec plusieurs médicaments dans leur système. L'administration Biden soutient la méthode dans sa stratégie nationale de contrôle des drogues. La Californie va bientôt lancer un programme pilote avec des cartes de cadeaux de $10 pour les tests d'urine négatifs aux stimulants. Pour Lewis, un tirage au sort hebdomadaire est devenu un moyen de rapporter des cadeaux à sa mère. Vous l'avez peut-être appris, le réalisateur Jean-Luc Godard, parrain du cinéma français de la Nouvelle Vague, est décédé ce mardi 13 septembre à l'âge de 91 ans chez lui dans une petite commune en Suisse, a annoncé le journal Libération. Davantage avec Jenny Niwa. Godard était l'un des réalisateurs les plus acclamés au monde. Agitateur de la nouvelle vague, il a dynamité les codes du cinéma avec des films résolument novateurs, d'À bout de souffle à Sauf qui peut, qui ont repoussé les limites cinématographiques et inspiré des réalisateurs iconoclastes des décennies après son apogée des années 1960.
Les films sont là, les films restent, et que ce soit des cinéphiles, que ce soit des étudiants, que ce soit des professionnels, que ce soit des critiques de cinéma, on a des œuvres là qu'on peut s'approprier pour continuer à pousser la réflexion, aussi au niveau des réalisateurs, pour continuer à pousser les limites du possible quand il s'agit de faire du cinéma. Pour les cinéphiles, Godard était un véritable révolutionnaire. Ses films ont contribué à lancer une nouvelle façon de réaliser, notamment avec un travail de caméra à main levée et des plans inoubliables comme Belmondo, le visage barbouillé de bleu, bardé de dynamite dans Pierrot le Fou. Personnellement, c'est À bout de souffle qui reste pour moi le film que j'ai beaucoup aimé. On voit très bien Belmondo qui joue bien ce rôle-là, un peu de ce gangster qui essaie de fuir la police, et surtout la scène de clôture de ce film, là où on voit Belmondo qu'on tire dessus et qui court sur presque 100 mètres, 200 mètres sans mourir. C'est à la fois un peu comique, mais aussi une façon de construire ce que veut dire le cinéma. Mais jusqu'à sa mort, JLG, dont les films et déclarations se feront de plus en plus indéchiffrables avec les années, n'a jamais cherché à faire l'unanimité. En 2018, le Festival de Cannes lui délivrait une Palme d'Or spéciale pour le livre d'images, un prix qu'il n'était bien entendu pas venu chercher, pas plus que son prix du jury en 2014 pour Adieu au langage. Le cinéma, je l'ai dit, je crois que je l'ai dit avant pour l'un de nos confrères, c'est ne plus trop montrer ce qui se fait, car vous le voyez tous les jours sur Facebook, mais ce qui ne se fait pas et que vous ne voyez jamais sur Facebook. Voilà. JLG n'était pas l'idole de tout le monde. Le réalisateur à l'engagement pro-palestinien, parfois accusé d'antisémisme, réalisera avec sa dernière compagne, Anne-Marie Miéville, Ici et ailleurs, un film dans lequel il compare les juifs aux nazis, ce qui fait scandale. Le cinéaste franco-suisse Jean-Luc Godard est décédé mardi à l'âge de 91 ans, emportant avec lui un pan de l'histoire du 7e art. Et restons scotchés sur nos écrans, qu'ils soient petits ou grands, pour terminer avec les Emmy Awards. C'était hier soir à Los Angeles. Le Sud-Coréen Lee Jung-jae remporte le prix Emmy du meilleur acteur dans une série dramatique pour Squid Game. Le succès planétaire produit par Netflix. Le mastodonte de HBO, Succession, chronique noire et grinçante d'une puissante famille qui se déchire pour prendre le contrôle d'un empire médiatique, a lui remporté lundi le prix de la meilleure série dramatique de l'année aux Emmy Awards. La série Ted Lasso est désignée meilleure comédie de l'année pour la deuxième fois d'affilée, et son interprète principal, Jason Sudeikis, meilleur acteur dans une comédie lors de la soirée des Emmy Awards 2022 à Los Angeles. Et Le Monde aujourd'hui, fin de cette édition. Au nom de toute l'équipe, je vous dis merci de l'avoir suivi. Demain est un autre jour. D'ici là, passez une excellente soirée. Abdourahmane Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, le dialogue national inclusif et la tension politique au Tchad. Alors que ce forum a du mal à progresser, l'Église catholique a annoncé qu'elle suspendait sa participation. Pendant ce temps, le bras de fer se poursuit entre le pouvoir et le parti Les Transformateurs qui a boycotté le dialogue national. Plusieurs membres de cette formation politique sont arrêtés, mais la convocation de son leader, Succès Masra, a été suspendue par la justice. Que faut-il attendre de ce dialogue national au Tchad et comment interpréter la tension politique dans ce contexte? Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et voaafrique.com.